Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique nous allons parler d'une suite horrifique d'un film dont j'ai évoqué l'existence il y a quelques semaines, souviens-toi l'été dernier, grand souvenir d'adolescence me concernant. Eh bien, un an après, on remet le couvert avec une suite intitulée en français « Souviens-toi l'été dernier 2 ». C'est un peu moins paresseux en anglais puisque c'est « I still know what you did last summer ». On rajoute le « still hein, », je sais toujours, je sais encore ce qui s'est passé. Bah oui, et c'est d'ailleurs les événements ici de cette deuxième occurrence se déroulent un an après, donc comme la sortie, on est vraiment raccord. Réalisé cette fois-ci par un certain Danny Cannon, qui n'était pas un débutant, il avait fait Judge Dredd 3 ans avant, puisque là ce film sort en 1998, et au casting de retour dans les rôles principaux, les survivants du premier volet, à savoir Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., qui seront normalement aussi là, à l'affiche de la suite, reboot, remake, tout ce que vous voulez, donc suite officielle, puisque les personnages reviendront, qui va être donc proposé au cinéma mi-juillet. Je ne sais toujours pas si j'irai le voir, mais bon, j'ai eu envie en tout cas de parler de ces deux premiers films, sachant que le 3, ce sera non, puisqu'il n'a aucune, on va dire, incidence et aucun lien avec les deux premiers, et qu'apparemment c'est lamentable. Après vous allez me dire, ouais ben le premier c'était pas terrible, le 2 il a pas bonne réputation. Attendez, mon avis. Donc il y a qui aussi au casting à côté de ces deux? Eh ben, Brandy Norwood, la chanteuse, Brandy, voilà, avec Brandy et Monica, tube des années 90, la même année d'ailleurs. The boy is mine. Elle était aussi actrice. Il y a à ses côtés Mekhi Phifer qui joue le petit ami, et qui sera quelques années après dans 8 Mile, dans un tout autre style donc. Mais Muse Watson est encore présent, puisqu'il joue à nouveau le tueur qui n'est pas mort du premier film, tout simplement. Présence également de Bill Cobbs, qui joue un vieil homme local aux Bahamas, parce que ça va se dérouler les 2 tiers du temps là-bas. Et Jack Black, en rasta blanc, eh oui, Titus, personnage qui a fait couler pas mal d'encre. Jeffrey Combs aussi présent, hein, qui avait joué pour Peter Jackson dans Fantôme contre Fantôme. Alors je cite ça en priorité, il y a eu Stuart Gordon, réanimateur, mais parce que figurez-vous que Peter Jackson a failli être réalisateur de cette suite. Et c'est amusant parce que Jack Black jouera pour Peter Jackson après dans King Kong. Comme quoi, tout est presque lié. Alors, je ne sais pas si la présence de Jeffrey Combs est un hasard ou s'il était là en mode « Ah bah je vais rejouer pour Peter Jackson, mais il n'y a plus Peter Jackson. Bon bah je suis là quand même. » Voilà, voilà. Bon, et donc tout ceci va se dérouler autour du 4 juillet, où un an avant il y a eu les événements du premier film certes, et 2 ans avant, on le sait, hein, Julie et Ray, donc Jennifer et Freddie, pour le nom des acteurs, avaient été au milieu d'un meurtre, un homicide involontaire par procuration, sur lequel ils avaient décidé de taire leur, on va dire, culpabilité potentielle, et ça leur a créé quelques ennuis l'année d'après. 2 ans après, ça n'est pas fini. Le tueur qui va revenir, mais peut-être avec d'autres intentions. Alors ça va pas très fort, hein, entre le couple du premier film. Ray est devenu pêcheur, c'est amusant comme destin, puisque le tueur est censé être un pêcheur. Et ce sont des pêcheurs aussi, au sens français également du terme, pour le double, voilà, la double homophonie des deux sens du terme, parce qu'en anglais c'est scène, hein. Mais oui, ils ont pêché parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils avaient tué quelqu'un. Et Julie et Ray, bah, ouais, bon, c'est pas encore complètement la rupture, mais c'est peut-être pas loin. Julie, elle espère que Ray va venir avec elle aux Bahamas, mais avant, comme Julie a refusé de revenir sur les terres des événements du premier film, on peut quand même la comprendre. Bah, finalement, Ray va pas vouloir partir aux Bahamas. Enfin, il hésite. Bon, finalement, il se décide. Allez, mais au moment où il y va, il va se faire attaquer et son pote va se faire tuer par le tueur, alors que les deux au volant écoutaient Here I go again on my own de Whitesnake, et c'est uniquement pour ça que j'ai déterré mon t-shirt Kiss. Oui, je suis en roue libre sur cette vidéo, mais vu le film en même temps, hein, c'est une belle récréation. Mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi aux Bahamas? Ouais, bon, c'est des gosses de riches peut-être, enfin Julie, avec ses nouveaux potes de fac, dont le personnage de Bandit. Oh là là, on peut se permettre d'aller là-bas. Sauf que non, en fait, c'est parce qu'ils ont gagné un concours.
voilà, de radio locale. Quelle est la capitale du Brésil? Ah là, mon Dieu, c'est Rio. Oui, c'est Rio. Non, c'est pas Rio, c'est Brasilia. Bah, vous avez quand même gagné. Et là, c'est très très louche. On reviendra sur ce point après. Et donc, elles vont partir ensemble, les deux meilleures amies, avec le copain donc de Brandy. Les deux vont chercher à forniquer pendant tout le séjour. Et pour remplacer Ray, ben, nous avons Will Benson, qui est un ami de la fac de Julie, et qui cherche à être avec elle, probablement. Et qui est joué par Matthew Sato. Sa tête me disait quelque chose en revoyant le film, et je me rends compte qu'il n'a joué que dans ça, de ce que j'ai vu. Donc ça veut dire que le film m'avait marqué. Et donc, tout ce moment, aux Bahamas va être attaqué par un tueur. Le tueur au crochet, le retour. Alors qu'aux Bahamas, ils y vont hors saison, parce que début juillet, c'est la saison des pluies, et ça va pas être terrible. Un ouragan approche, peut-être danger, conditions climatiques très sombres et pluvieuses qui vont renforcer le climax final. Ou peut-être une surprise vous attend, un petit peu quand même. Et Ray va essayer de... il a été blessé dans cette attaque plus tôt, mais il va essayer de rejoindre sa petite amie, quand même, pour la sauver. C'est un peu le chevalier blanc. Bon, alors il n'y a plus Kevin Williamson à l'écriture, plus du tout. Mais je ne sais pas, j'ai une tendresse très étrange envers ce film. C'est un nanar absolu. Et je dirais plutôt un nanar parce que j'ai l'impression que ça s'assume parfois, et je dis bien parfois, c'est ça le vrai problème du film, c'est que c'est pas abouti dans l'idée, mais à certains moments sur un second degré humoristique. Rien que le personnage de Titus, donc Jack Black, le Rasta blanc, c'est juste improbable. Il est là. À un moment, il est voyeur dans un jacuzzi, dans une piscine, alors que justement, le couple, Brandy, enfin bon, on va les appeler par leur nom, Carla et Tyrell, dans le film, cherchent une nouvelle fois à faire crac-crac. D'ailleurs, le personnage de Mekhi Phifer, donc, l'afro-américain mâle, cherche vraiment que ça, et il va être conduit par par les situations. C'est comme justement si le film essayait de se moquer, peut-être ce faux puritanisme américain, où dans les films d'horreur, attention, il faut rester vierge ou pur, parce que sinon vous allez vous faire tuer. Évidemment qu'il y a l'ombre de Scream qui plane toujours, et celle de Halloween, parce que le tueur semble increvable. Bon, et ouais, l'humour là à fond, sur Titus, tout ça, et le fait ce concours gagné avec une fausse réponse, c'est comme si on se moquait des Américains qui sont très nuls en géo, dès que ça ne concerne pas leur pays. Donc ça n'a pas dû choquer grand monde sur le premier visionnage au cinéma aux États-Unis. Celles et ceux qui ont vu le poteau rose se sont dit « Ouh !» Mais sinon, ça a dû passer comme une lettre à la poste. C'est ça qui m'amuse beaucoup, en fait. On joue sur peut-être, la potentielle crédulité, voire bêtise, du spectateur lambda. Enfin, le manque de culture. Après tout, c'est pas si grave que ça de pas connaître la capitale du Brésil. Mais jouer là-dessus, c'est quand même facile à débunker pour le spectateur qui s'y connaît un petit peu. Bon. Et derrière, après, c'est tuerie sur tuerie. Tu as l'impression que le tueur, bon, il en veut surtout à Julie. Oui, Ray n'est plus là. Bon. Mais de là à tuer tout le monde autour, ça fait un peu gratos. C'est presque un effet de destination finale, mais pas avec la mort. Parce que voilà, saga Destination Finale dont j'ai parlé ces derniers temps, avec le nouveau film au cinéma qui était plutôt sympa. Bon voilà, c'est un gros mélange de tout ça, Scream et Halloween, Destination Finale. Mais Destination Finale, c'est amusant parce que c'est avant l'heure, c'est avant Destination Finale. Mais cette idée que, voilà, la mort gratuite. Très très gratuit, avec quelques scènes très oubliables. Même les scènes de mort, bon, c'est pas très impactant, faut le dire. Même si la façon de rendre ça macabre est intéressante, et arriver au bout dans un cimetière, pourquoi pas, avec des jeux d'orage, d'éclairs et donc de lumière. La photographie n'est pas si dégueu, justement, dans ce contexte très étrange de faux paradis qui se transforme en enfer, les Bahamas. Idée de base, pas mal. Et la mise en scène, à part un montage assez douteux par moment, n'est pas non plus à jeter. Par rapport au premier film, franchement, j'ai envie de dire, même ça passe. Des scènes plus intéressantes dans les intérieurs, par exemple. Au moment où ils vont monter vers un escalier, là, et tout, il y a un truc avec la menace qui passe, là, les apparitions d'ombre et tout, ouais, ça fait le café. Par contre, aïe, 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 les jumpscares, ah bah oui. Alors, les jumpscares poncés par la musique, voilà, c'est psychose, quoi. Mais alors là, c'est vraiment, vraiment très pénible. Puis tu les anticipes tous, mais tous, tu les vois venir, et tous ils y sont, et alors ils y sont avec des gros trucs. Le personnage écrit un peu à la truelle, oui, mais bon, c'est des jeunes américains, certes un peu bobos, qui n'ont pas trop de problèmes dans leur vie, si ce n'est le personnage de Jennifer Love Hewitt, qui visiblement
est très traumatisée, puis finalement elle oublie, puis elle est traumatisée, puis elle va chanter au karaoké. Parce que Jennifer Love Hewitt est une chanteuse, donc il fallait qu'elle pousse sa petite chansonnette. Ouais. Ah oui, on survive qu'elle chante en plus. C'est très drôle ça. Ah que c'est très très drôle. Voilà, voilà. Et donc dans le lore global, petite zone spoiler. Voilà. Spoiler déjà même de la fin du premier film, parce que quand on y songe, sur celui-ci, normalement, Jennifer était censée être attaquée, enfin il y avait une sorte de tueur, il n'était pas mort et tout, mais bon, ça pouvait être un cauchemar, parce qu'on le voit au début du film, elle a des cauchemars, ok. Bon. Cette scène qui sera rejouée à la fin, où visiblement elle va se faire attirer par le tueur qui est censé être remort, mais il est revivant, mais bon là aussi c'est probablement un cauchemar, puisque son personnage revient dans le requel des prochaines semaines. Bon, mais alors ici... On expose un peu plus la vie familiale du tueur Ben Willis, le pêcheur au crochet, qui, on se rappelle du premier film, avait eu son fils, il se vengeait, pardon, de la mort de sa fille à cause du petit ami, puis après, bon, il y a une histoire là-dessus. Mais il avait une fille, donc oui, mais un fils aussi, on apprend ça. On apprend ça du personnage de Bill Cobbs, qui est censé être le gars qui fait du vaudou, oh là là, très très louche, donc, mais pas du tout, au contraire, il essaye de les aider, c'est façon Sleepy Hollow, hein, sont-il allé d'avant, où c'est pas de la magie noire, c'est de la magie blanche. Bon. Et bon, donc oui, là, très vite, il a un fils, donc il y a, oh là là, il y a un fils en plus, donc ils sont deux tueurs. Et le fils, il s'avère que c'est donc celui qui est conduit, là, le Will Benson, celui qui est arrivé aux Bahamas, à la place de Ray, qui a été attaqué avant. Oh là là, quelle subtilité, hein. Will Benson, quelle subtilité. Si on retourne un petit peu le nom, c'est Ben Wilson. Will Benson. Hein, le film se fiche ouvertement de son spectateur entre Rio, la capitale du Brésil, entre le personnage de Titus, entre ceux qui veulent forniquer tout le temps. C'est pour ça que je pense qu'il y a volontairement de l'humour et un truc qui est un petit peu décalé. Mais le problème, c'est que le film aurait dû aller encore plus loin, et qu'après, sur l'enjeu final, qui est censé être bien marqué et tout, bien fortiche, ça manque un peu de coffre. Quand bien même on voit la folie du personnage, donc du fils qui a hérité du sadisme de son père, et on comprend un peu l'idée, quoi, qui est plutôt bien joué sur la fin par Matthew Settle, dans l'idée où il y a un petit moment où il sourit, puis bon, il y a quelque chose. Bon, pas assez appuyé, mais il y a quelque chose. Et donc ce final où il va tomber dans son propre cimetière après avoir tué son fils, le tueur Ben Willis, qui peut-être donc n'est pas mort, s'il le faut revenir au prochain, est-ce que c'est le même ou pas, j'en sais rien. Bon, l'acteur, lui, je crois que malheureusement, il n'est plus parmi nous, Hughes Watson, voilà. Ah si, il est toujours parmi nous, oh là là, le pauvre, voilà. À 60 saisons, va-t-il revenir dans la suite? J'en sais rien. Donc, ouais, cette fin qui est ce qu'elle est. Avec Freddy, donc le personnage de Ray qui revient juste à temps malgré la tempête. C'est un peu surfait. Bon, c'est pas très intéressant son climax, même si visuellement ça fait le taf. Voilà, avec cette tombe prête pour Julie. Et oui, et ça rappellera ce qui a été fait dans ça. Alors, je parle ici du téléfilm en question, avec des tombes qui étaient prêtes, pour les vieux qui revenaient 30 ans après sur Derry, dans l'œuvre évidemment de Stephen King. Je ferme la zone spoiler. Bah écoutez, souviens-toi l'été dernier 2, c'est pas mieux que le premier, mais c'est pas pire non plus. J'ai envie de dire qu'il y a plus de trucs amusants. Voilà, si vous voulez regarder ça de façon récréative, le premier, même récréativement, c'est pas très génialement top du tout. Au moins le 2, c'est fun. C'est nanardesque. Donc j'ai plus d'attache et d'accroche envers ce second volet qu'envers le premier. Je ne sais pas si j'y mettrai des notes différentes, et j'ai envie de dire, on s'en fiche des notes. Oui, je répertorierai ça sur Letterboxd et Source Critique, où vous pouvez me suivre, mais sinon, ça va pas plus loin. Mais c'était pas si désagréable à revoir, mais attention, hein, en termes d'analyse cinématographique et même dans l'ambiance horrifique globale de grands films qui aient pu être faits dans cette mouvance-là, c'est sûr que c'est pas non plus le haut du panier. Mais est-ce bien grave? Voilà, je pense pas que le film, je pense pas qu'il avait d'autres prétentions, en fait. Même si, du coup, c'est mal équilibré sur quelques points. À vous la parole dans les commentaires. Est-ce que ce 2, vous l'avez apprécié? Est-ce que vous le mettez au-dessus du premier, ou pour vous, c'est vraiment une vraie déception?
Le 3, on n'en parle pas, de la série non plus, on s'en fiche. Est-ce que vous irez voir le prochain en salle? Moi, personnellement, ça dépendra. Le 16 juillet, c'est très loin, et je ne sais même pas ce qui sort sur cette période. En tout cas, à vous la parole ci-dessous, et je vous dis à la prochaine. Ciao! Attention, j'ai fait ici un screamer.